Cet homme vient de se faire voler tout l'argent de ses vacances. Avez-vous pensé à prendre votre traveler chèque American Express? Au-delà des apparences se cache la véritable nature de Volvic Citron. Volvic Citron, un plaisir insoupçonné. I'm mad about the boy. L'après-rasage masculin n'apaise que les feux du rasoir, mais adoucit la peau des hommes. I'm so ashamed of it, but most... Après-rasage masculin de bourgeois à la lantoïne et aux agents hydratants. Oh non. Tiens, la bêcheuse du 5e. Le Playboy de 2e. D'abord un bon café. Nescafé spécial filtre. Son arôme est si riche qu'il est impossible de ne pas le partager. Nescafé spécial filtre. Il a tant d'arômes à partager. Laura, tu n'aimerais pas que cette couche épaisse disparaisse? Cette épaisseur te garde bien au sec, mais pour marcher, elle te fait tituber. Maintenant, même sans cette épaisseur, bébé peut rester bien au sec. Voici le nouveau Pampers Ultracine, le partenaire idéal de Pampers Baby Dry. Regardez, Pampers Ultracine est la couche la plus fine qui ait jamais existé. Et pourtant, elle peut absorber tout ça et rester plus sèche que des couches classiques. Maintenant, on dirait que ta couche a disparu. Tu es bien au sec et tu peux bouger beaucoup plus librement, presque comme si tu n'avais pas de couche. Nouveau Pampers Ultracine en complément de Pampers Baby Dry, pour des bébés plus au sec, plus libres et plus heureux. Elle avait peur de devoir sortir de l'eau. Elle se serait... Spécial cas de Kellogg's, une délicieuse céréale dans un petit déjeuner complet pour garder ligne et vitalité. Cet été, prenez plaisir à vous dévoiler. Spécial cas de Kellogg's, cet été, ligne et vitalité. Avec eau précieuse matin et soir, une peau nette et lisse, c'est facile. Eau précieuse, une solution pure et simple à vos petits problèmes de peau. Eau précieuse est un médicament. Avant, il y avait le poulet. Aujourd'hui, il y a le poulet Dolmio. Et oui, seul Dolmio a su marier les saveurs qui accompagnent le mieux le poulet. La recette du succès est simple. Faites revenir votre poulet, versez la sauce Dolmio et laissez mijoter 10 minutes. Votre poulet Dolmio est prêt. Les 3 sauces pour poulet Dolmio, pour le meilleur, tout simplement. Horizon pour hommes, la nouvelle autotoilette de Guy Laroche. Findus. Heureusement, il est Findus. Findus. Finalement, quelle est la meilleure photo? Celle qui se contente de ressembler à la réalité ou celle qui se confond totalement avec elle? La réponse est simple. Fujicolor Super G. Vos photos sont si vraies que c'en est incroyable. Bill de Rem. Bill de Rem, tout recommençait, son nouvel album. Réveillez-vous, réveillez-vous. Poste Avenir. Un placement à 7% assuré en 94 pour tout versement avant le 31 juillet. 7% en 94. Poste Avenir, vite. Après l'heure, c'est plus l'heure. Avant le 31 juillet. Regardez, l'incomparable douceur Mini-Doux se reconnaît même les yeux bandés. C'est une douceur plus moelleuse, plus tendre. Et cette fraîcheur, c'est forcément la petite dose Mini-Doux. Bravo la petite dose Mini-Doux. Et bravo pour le prix. Quand c'est si doux, c'est forcément Mini-Doux. Clint Eastwood ne partage son intimité qu'avec les femmes qu'il rencontre et le tueur qui les fait taire. Une promiscuité interdite aux moins de 12 ans, jeudi, sur France 3.
n'en revient pas. Sur France 3, l'impensable se réalise sous vos yeux. Et quand Gilles Arthur accomplit sa méga illusion, certains en perdent carrément la tête. C'est que les hommes de mystère ne se prennent pas forcément au sérieux et ont parfois de drôles de trombines. Attention magie, mardi 20h50, l'inimaginable s'installe sur France 3. Moteur. Les films de l'été sur France 3 avec Glace Mars, une première. Action. Glace Mars. Eugène Onegin, l'opéra de Tchaïkovski en musique et en images, tout de suite après le soir 3. Alors là, attention, une sauce beurre blanc, c'est très délicat. Prenez quelques échalotes et plongez-les dans le courbouillon de poisson avec le vinaigre. Laissez réduire et coupez le beurre en petits morceaux tout petits. Bien surveiller et dès que la réduction est à point, jetez le beurre d'un seul coup. Fouettez énergiquement pour obtenir une préparation fine sauce de liebig. Liebig, on sait pourquoi c'est bon. C'est quoi un homme? C'est quoi un homme? C'est quoi un homme? Parfum Boss, numéro 1. Elle est folle, demain elle va être à plat. Penses-tu, elle a les fameuses piles Energizer? Non. Mais si, c'est Radio Cassette qui me l'a dit. C'est pour durer plus longtemps. Energizer. Elle dure beaucoup plus longtemps. Bonjour monsieur, dame. Vous dormez là-dessus depuis longtemps? Et vous savez qu'une literie c'est 25 000 à l'heure. Maxi. Passé 10 ans, un lit n'est plus un lit. C'est un délit. Alors ça, c'est pas faute de lui avoir dit, monsieur l'agent. Bon, allez, ça ira pour cette fois. Mais changez-moi ça très vite. Oh là là, quelle classe ce gendarme. Quand il faut frotter les taches de gras, ça devient vite un cauchemar. Heureusement, il y a Monsieur Propre. Dilué, son agent dégraissant décroche la saleté plus vite que d'autres. Plus besoin de frotter. C'est un brillant presque magique. Monsieur Propre, un brillant plus fort, avec moins d'efforts. Et ce brillant dans la salle de bain, c'est Monsieur Propre salle de bain. Et en plus, il désinfecte. La mode. Depuis 20 ans, les coiffeurs de Mozer Paris créent les têtes de la mode qui font le tour du monde. Un défilé, c'est un style, et surtout un mouvement. C'est pourquoi Mozer, avec l'expérience de 200 salons, a mis au point une ligne coiffante. Mousse, gel, spray. Les microparticules assurent tenue et liberté de mouvement. Aujourd'hui, cette ligne est en grande surface. Mozer, vous êtes à la tête de la mode. Héritage de Guerlain. Eau de toilette et eau de parfum pour hommes. Chaque jour, la route vous rappelle combien il est préférable de rouler en 405. Peugeot 405, un talent fou.
back to me. S'afficher Chalimard, c'est être Germain. Avec Ordi Poupi, le tout petit découvre les couleurs, les comptines et même les animaux. Un Jonathan. Voici les frais que la banque Cortal prend sur les actions. Il vous est maintenant possible de comparer. Banque Cortal, pas de guichet, moins de frais. Être heureux, c'est plus ou moins ce que j'aime rire chanter. N'empêche pas les gens qui sont bien d'être joyeux. Avec Fellini, rendez-vous au paradis sur France 3. Pour nous, il a reconstruit le monde. Merci, Monsieur Fellini. Lundi, place au génie sur France 3. France 3, avec Oasis, vous donne rendez-vous sur une autre planète. Chers parents, vous allez voir ce que vous allez voir. Dans le monde des jeux vidéo, vos enfants s'amusent pendant des heures. Pour vous, la nuit des jeux vidéo permet une remise à niveau rapide, efficace et discrète. Vérifiez quand même qu'ils sont couchés. L'opération se déroule au Grand Amphi de la Sorbonne. Alors, au diable les scrupules. Bienvenue dans le monde surprenant de vos enfants. Vendredi à minuit 10, la première nuit des jeux vidéo. Enfin comprendre avec France 3. Que faire des enfants criminels? En Angleterre, l'opinion pétrifiée s'interroge sur les deux assassins de 11 ans et le verdict qui les frappe. En France, le garde des Sceaux a reçu aujourd'hui un rapport parlementaire sur la justice dans les banlieues et le traitement des jeunes délinquants multirécidivistes. Faut-il les éloigner de leur environnement géographique et familial? Faut-il accélérer les procédures, multiplier les maisons de justice plutôt que des centres fermés? Le point de vue croisé de Jean-Marc Heller, juge des enfants au tribunal de grande instance de Bobigny, et de Pierre Cardot, député UDF des Yvelines, l'un des auteurs du rapport. Bonsoir, on prend son temps, mais on fait le ménage à la tête du football français. Un peu plus d'une semaine après la catastrophe bulgare, Gérard Rouillet démissionne de son poste de sélectionneur national. À suivre, dit-on, la démission de Jean Fournet-Fayard, le président de la Fédération française. Xavier Bodin-Hulin. Il a attendu une semaine pour l'annoncer, pour laisser passer le dur temps de l'émotion, dit-il. Mais après la défaite contre la Bulgarie et l'élimination pour la Coupe du Monde, sa décision était prise. Je voulais démissionner tout de suite, mais on a eu raison de me demander un délai, car cette semaine m'a été bien utile pour encaisser le choc et faire le point. Le sélectionneur qui démissionne, ce n'est qu'un élément de plus dans un football français bien perturbé. Les structures sont inadaptées, c'est le message que le ministre des Sports a fait passer au président de la Ligue et de la Fédération française. Il va falloir changer tout cela. Je pense en effet que les difficultés de l'équipe de France et son échec ne sont pas totalement étrangers à l'ambiance délétère qui règne depuis plusieurs mois. Et Jean Fournet-Fayard, président de la Fédération, fait bien figure de futur démissionnaire. Ce pourrait être lundi, lors d'un conseil fédéral extraordinaire. Furiani, l'affaire au MVA et l'élimination de la Coupe du Monde, lourd bilan pour un seul homme.
Le foot français se cherche un nouveau gouvernement et l'on reparle de Michel Platini et de Fernand Sastre, l'ancien président de la fédération, tous deux en charge de l'organisation de la Coupe du Monde 1998. Jusqu'où peut aller l'égarement dans le combat politique? Jean Xatar, ancien candidat UDF à plusieurs élections régionales, et 2 autres personnes qui l'auraient commandité ont été mises en examen aujourd'hui pour tentative d'assassinat contre Jean-Claude Madrenas, amputé d'une jambe après un attentat à la voiture piégée. Claire Sébastien, Xavier Bodin-Hulin. Quand la politique mène en prison. Jean Xatar, ancien candidat UDF, est l'une des 3 personnes mises en examen et placées sous mandat de dépôt pour tentative d'assassinat. L'affaire remonte à février dernier. Peu avant les législatives, le candidat UDF dans les Pyrénées-Orientales, Jean-Claude Madrenas, est victime d'un attentat à la voiture piégée. Il sera amputé d'une jambe. Règlement de compte politique ou manipulation, les 2 auteurs présumés de l'attentat arrêtés hier désignent Xatar, le rival politique de Madrenas au sein du même parti, comme le commanditaire. Xatar, par l'intermédiaire de son avocat, clame son innocence. Jean Xatar conteste absolument être l'instigateur de l'attentat de M. Madrenas. Il ne conteste pas connaître Turlet, mais cela ne veut pas dire pour autant qu'il soit d'accord avec lui pour aller poser des bombes sur la voiture de M. Madrenas. Au Caire, le Premier ministre égyptien Atef Setki échappe de justesse à un attentat à la voiture piégée. L'engin a explosé quelques secondes après son passage. L'attentat a été revendiqué par le groupe intégriste du djihad. Dans une école proche, une fillette de 12 ans a été tuée et 9 autres personnes blessées. Journée sanglante à Gaza. 34 Palestiniens ont été blessés, dont 3 très grièvement. L'armée israélienne a réprimé durement les manifestations de colère des militants du Hamas au lendemain de l'élimination d'Imad Hakel. À 24 ans, le jeune leader de la branche militaire du mouvement intégriste était considéré comme l'ennemi public numéro 1 en Israël. Stupéfaction en Italie, après l'annonce par Silvio Berlusconi de son soutien au candidat fasciste du MSI à la mairie de Rome. Des comités anti-Berlusconi se sont mis en place dans 20 villes, appelant au boycott de ses 3 chaînes de télévision, de ses supermarchés et de ses magazines. Berlusconi répond qu'il n'est pas fasciste, mais que le candidat du MSI est la meilleure alternative à la gauche romaine. Conseil interministériel sur le GATT et des précisions sur le calendrier. Le gouvernement attend des Américains un texte précis avant le 6 décembre, délai nécessaire aux yeux d'Alain Juppé pour permettre un débat à l'Assemblée. Un débat dont les modalités ne sont pas fixées, simple séance d'information ou vote. La question n'est pas tranchée. Avec un vote ? On attendait les étudiants, mais ce sont les lycéens qui se sont le plus mobilisés. 6 000 à Paris, 3 000 à Montpellier, Angoulême ou Bordeaux. Partout les mêmes préoccupations qui se transforment en revendications, davantage de moyens pour mieux étudier. Les médecins l'avaient condamné il y a 40 ans, le croyant atteint d'une tumeur. Aussitôt, Anthony Burgess s'est mis à écrire pour laisser une trace, disait-il. Romans, essais, biographies, scénarios, au total, plus de 50 ouvrages. Révélé au public par Orange Mécanique, adapté au cinéma, l'écrivain britannique, également compositeur, est décédé aujourd'hui à Londres, à l'âge de 76 ans. C'est le tréfonds de l'horreur. L'Angleterre n'en finit pas de s'interroger sur le crime commis par 2 garçons qui avaient 10 ans quand ils ont tué le petit James et qui ont été condamnés hier à une peine de prison illimitée. Le processus judiciaire britannique est très différent d'une autre dans la manière de traiter les enfants criminels. Pascal Justice va nous l'expliquer dans un instant. Mais ce qui est préoccupant dans la situation française, et on est loin heureusement de l'affaire de Liverpool, c'est l'augmentation de la délinquance des jeunes, surtout dans les banlieues. Des jeunes de plus en plus multirécidivistes, comme les appelle la justice. 5 députés ont remis aujourd'hui à sa demande un rapport au garde des Sceaux sur les solutions qu'il faudrait trouver, qui ne soient ni la rue, ni la prison. Pascal Justice. De mémoire de juge, on ne se souvient pas en France de meurtres comme celui de Liverpool, perpétrés par des enfants de moins de 13 ans. D'ailleurs, en France, les mineurs de cet âge ne peuvent être condamnés à une peine de prison. Pour cela, il faut avoir au minimum 13 ans et encore. Les juges hésitent de plus en plus à incarcérer les mineurs, car la prison s'avère criminogène, comme le montrent les taux élevés de récidive à la sortie. Alors que fait-on de ces quelques 100 000 mineurs mis en cause chaque année par les services de police? Tout dépend de la nature du délit.
Dans 3 cas sur 4, il s'agit d'atteintes contre les biens. Dégradation ou vol, la moitié des voleurs de 2 roues motorisés sont des mineurs. Plus graves sont les atteintes contre les personnes. 30% des vols avec violence sur la voie publique sont perpétrés par des jeunes de moins de 18 ans. Les homicides, eux, sont rarissimes. La justice des mineurs, organisée à partir d'une ordonnance de 1945, est distincte de celle des adultes. Le jeune est jugé par un tribunal des enfants qui, seul, peut l'envoyer en prison. Mais le jeune délinquant est aussi considéré comme un mineur en danger pour lui-même, et le juge des enfants, chargé à la fois de l'aspect répressif et protecteur, peut lui éviter le tribunal et choisir de le confier aux foyers éducatifs. Le juge décide en fonction de la gravité de l'acte et de la personnalité de l'enfant. Le cadre éducatif, en liberté ou en foyer, est de plus en plus préféré à la prison, mais les moyens manquent. Le rapport remis aujourd'hui au garde des Sceaux par 5 parlementaires prône, lui aussi, le système éducatif. Il s'agirait de placer les jeunes récidivistes dans des foyers éloignés de leur environnement quotidien pour pouvoir engager un véritable travail d'insertion. Mais quoi qu'il en soit, il s'agit encore de foyers gérés par des éducateurs dont la profession attend toujours d'être revalorisée. Monsieur Heller, bonsoir. Vous êtes juge des enfants au tribunal de Bobigny, en Seine-Saint-Denis. Vous avez aussi été éducateur, avocat. Vous connaissez donc toutes les facettes du problème. Votre réaction d'abord à l'affaire anglaise et à cette peine de prison illimitée? Si vous voulez, d'abord, je suis un petit peu effaré par le côté illimité de cette décision. Et je crois qu'on n'a peut-être pas pris en compte suffisamment la psychologique. On n'a pas suffisamment fouillé, me semble-t-il, la personnalité. On s'est peut-être trop penché sur le châtiment. C'est un petit peu là ma première réaction. Mais ça, c'est le processus britannique hein, qui s'intéresse aux faits et uniquement aux faits. Les jurés n'ont pas eu accès, par exemple, à l'arrière-plan sociologique ou à l'état des familles. Contrairement à ce qui se serait passé vraisemblablement en France. Tout à fait, si vous voulez. C'est ce que je regrette profondément en tant que juge des enfants et profondément attaché aux droits des enfants. Je crois que là, et je suis un petit peu désolé que la Grande-Bretagne n'ait pas rehaussé, si vous voulez, sa garde en ce qui concerne le fait que les enfants puissent être attraits devant les juridictions de droit commun à partir de 10 ans. Mais donc ces 2 petits garçons de 11 ans sont ce soir dans des maisons spécialisées et quand ils auront atteint l'âge plancher, en quelque sorte, ils iront en prison. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de volonté, me semble-t-il, de réinsertion, de traitement thérapeutique, de traitement éducatif dans cette situation. Venons-en à la situation en France. Le rapport parlementaire dont M. Cardot est l'un des signataires recommande l'éloignement des jeunes récidivistes, leur délocalisation en quelque sorte. M. Cardot, quel est votre argument en faveur de ce qui serait une innovation? Je rappelle, que vous êtes député UDF des Yvelines, maire de Chanteloup-les-Vignes. Oui, je ne parlerai pas du contenu du rapport puisqu'il sera présenté lundi. Oui. Un certain nombre d'éléments semblent être connus de la presse. Je me contenterai de répondre à votre question par rapport à celle qu'a posée le ministre, en fait, après le débat sur la politique de la ville à l'Assemblée avant les vacances. Il s'agissait effectivement de savoir, par rapport aux mineurs délinquants récidivistes, si des solutions d'éloignement pouvaient être une réponse. Le rapport, compte tenu de cette mission, s'est efforcé de répondre à cette question. Ça fait en fait des mois, voire des années que certains travaillent sur ce problème. Ça peut effectivement être une réponse. Tout dépend des conditions dans lesquelles nous réalisons ce projet. Tout dépend des moyens qu'on se donne. Tout dépend aussi de l'état d'esprit dans lequel on envisage la question. Précisément, Monsieur Heller, votre réaction, vous êtes donc un homme de terrain. Vous êtes pour ? Si vous voulez, la délocalisation, pour reprendre cette expression, nous la pratiquons déjà. Ce qui me semble un petit peu dangereux, c'est de penser que systématiser la délocalisation permettra d'apporter une réponse en profondeur à la délinquance juvénile. J'en suis pas convaincu. Ça demande beaucoup de préparation et on peut pas le faire pour toutes les situations. Si vous voulez, chaque mineur doit faire l'objet d'un traitement particulier. Monsieur Cardot ? Je crois que Monsieur le juge a parfaitement raison quand il dit d'abord ça demande une préparation.
Justement, on prépare beaucoup de choses. La sortie de prison, un certain nombre d'actes qui vont se passer dans la vie d'un jeune ou d'un adulte. On a jusqu'à présent, on ne s'est pas réellement donné les moyens de préparer une certaine mise à distance ou un placement dans un établissement pour un jeune qui a commis un certain nombre d'actes. Et je crois que c'est là qu'on doit faire d'abord porter l'effort, après quoi on peut voir s'il est possible d'envisager effectivement le placement. Entre nous soit dit, monsieur le juge a aussi raison quand il dit qu'on n'innove pas trop, parce que la mise à distance existe de fait. Chaque fois qu'un enfant va dans un internat, actuellement, il est rare que ça se passe dans la cité même où il habite. Simplement, s'est-on réellement donné les moyens de faire réussir ce moment important dans la vie du jeune, que va être, je dirais, cette mise à distance par rapport non seulement au quartier, mais par rapport aussi à la famille, et est-ce que réellement il y a un accompagnement sur non plus un moment de la vie du jeune, mais un itinéraire qu'il doit suivre et dont il doit être persuadé que c'est dans son intérêt et que ce n'est pas seulement une sanction, car sinon il y a de fortes chances que ça ne réussisse pas. Monsieur Heller, votre expérience? Mais, si vous voulez, mon expérience fait qu'en général, le jeune a aussi une famille, et je crois qu'on doit s'appuyer sur la famille. On doit le délocaliser, le dépayser, pour reprendre votre expression. C'est le couper de sa famille un petit peu brutalement, c'est se priver de cet appui. Il me semble-t-il, il serait peut-être plus opérant d'agir immédiatement sur le jeune et de ne pas le couper, de ne pas le mettre entre parenthèses, parce que je crois que ça le renforce dans son exclusion. Mais concrètement, ça veut dire quoi concrètement? Bon, un jeune est pris par les policiers, il comparaît devant vous, monsieur le juge, vous décidez en fait de son sort, vous l'enlevez à sa famille. Alors, si vous voulez, dans l'absolu, je crois que la solution idéale, c'est de maintenir le jeune dans son milieu et demander à une équipe éducative d'intervenir immédiatement. Et c'est là, si vous voulez, où nous manquons cruellement de moyens, parce que souvent, le jeune est déféré, nous décidons de le maintien, mais nous n'avons pas les moyens du maintien dans sa famille, c'est-à-dire que nous n'avons pas les équipes en nombre suffisant pour permettre une intervention rapide, soit en vue de la réparation du dommage qui a été troublé, qui a été causé par le jeune, soit pour essayer de le rescolariser, soit pour lui trouver un stage, soit pour le réinsérer professionnellement. Et là, nous manquons véritablement cruellement de moyens. Monsieur Cardot, vous insistez particulièrement sur le rôle de la famille. On se souvient que vous aviez provoqué un certain émoi, pour ne pas dire un tollé, quand vous aviez évoqué la possibilité de sanctions à l'encontre des familles, des multirécidivistes, et notamment sur les allocations familiales. C'est vrai, pour le moins un émoi. Je regrette simplement qu'on n'ait pas débattu au fond de ce problème. Ceci étant, quand on parle de responsabilisation des familles, je crois qu'il ne faut pas voir que l'aspect sanction. Je crois que dans un contexte où le chômage se développe énormément, où une société parallèle est en train d'apparaître de façon très claire, il est important de remettre un petit peu toutes les choses à leur place. Les acteurs, effectivement, à leur place, et comme le soulignait monsieur le juge, il s'agit de donner aux éducateurs, aux juges pour enfants, aux travailleurs sociaux en général qui vont s'occuper des jeunes et des familles, les moyens d'agir. Mais d'un autre côté, on ne peut pas compter que sur les institutions pour endiguer cette montée de la délinquance qui est en fait simplement le témoignage d'un très grand malaise et d'une très grande souffrance chez beaucoup de jeunes. Et qui est réel, hein. Il y a de plus en plus de mineurs parmi les délinquants. Il y a une banalisation aujourd'hui de la délinquance qui est inquiétante, il y a un rajeunissement. Je crois que, autant dans le temps, la délinquance était peut-être une violence qui remettait un peu en cause la société, voire les parents, autant aujourd'hui, il y a un certain nombre de jeunes qui s'inscrivent au contraire dans une société parallèle et qui n'ont plus tellement la notion, je dirais, pour résumer, du bien et du mal. Il faut qu'on y prenne garde. Donc nous avons besoin de nous appuyer sur les parents, et pas seulement parce que j'ai souligné pour certains cas très particuliers par le biais des allocations, mais aussi en remettant les parents à leur place. Et la première des préoccupations qu'on doit avoir aujourd'hui, c'est l'emploi. Et si la place n'est pas pour tous dans l'entreprise par le biais du développement économique, la place doit être au moins dans l'utilité sociale. Il y a énormément de choses à faire dans une société qui souffre d'insécurité, qui souffre un petit peu d'égoïsme et d'abandon. Nous avons aujourd'hui plus de 300 milliards qui sont consacrés au chômage ou à ce qui tourne autour. Il serait peut-être plus intelligent que nous commencions à réfléchir à la façon dont on peut utiliser ces fonds pour redonner un statut aux parents, aux jeunes aussi, car dans notre société, il y a plein de choses à faire. Reste à savoir comment on peut les contractualiser et transformer un certain nombre d'allocations en salaire
salaire pour un temps qui sera consacré à la collectivité et qui redonnera sa dignité à chacun, car ces gosses, ils ont besoin de respecter d'abord leurs parents si on veut qu'ils leur obéissent. Monsieur le juge, vous qui vivez cette réalité quotidiennement et encore une fois sur le terrain et du côté des enfants, est-ce qu'il n'y a pas là, certes, un diagnostic juste, mais en fait, bon, ce sont des vœux pieux, parce que on sait bien que les priorités d'une société en période de crise ne vont pas nécessairement d'abord vers ces problèmes-là. Si vous voulez, d'abord, il faut revenir sur l'ampleur du phénomène de la délinquance juvénile. Je crois que c'est pas non plus l'explosion. Il ne faut pas exagérer. Je crois que la délinquance juvénile suit le reste de la délinquance. Première observation. Deux, je voudrais revenir encore une fois sur le dépaysement. C'est pas, si on s'appuie sur la famille, il faut bien évidemment laisser le mineur dans la famille. Troisième observation, c'est vrai que c'est par le traitement de la délinquance, investir dans le traitement de la délinquance juvénile, c'est aussi investir sur la délinquance de demain, parce que vaincre la délinquance juvénile, c'est d'une façon vaincre, une fois adulte, la délinquance des adultes. Monsieur le juge, monsieur Cardot, je vous remercie. Une pause maintenant dans l'actualité avec le palmarès des livres de Dominique Poncet, comme chaque jeudi. Au palmarès ce soir, coup de chapeau posthume au plus fulgurant météore de la littérature française, Raymond Radiguet, dont les éditions Stock viennent de publier pour la première fois les œuvres complètes. Radiguet, on le connaît surtout pour son sulfureux Diable au corps. Mais on avait oublié que ce jeune homme, qu'on disait paresseux et dilettante, était mort à 20 ans et demi en laissant derrière lui une œuvre déjà considérable, constituée de poèmes, d'articles, de pièces de théâtre et aussi de romans. Il avait commencé de publier précocement à 15 ans, comme s'il avait eu la prémonition de son destin. Son œuvre lui ressemble, elle a la légèreté et l'insouciance de la jeunesse et aussi la gravité de la maturité. Il avait connu la gloire pour Voyage au bout de la nuit et puis pendant la guerre, il avait eu des prises de position que l'on sait, avait dû s'expatrier et à son retour en France, la publication de son Féerie pour une autre fois était passée sous silence. Grâce aux éditions Gallimard, ce roman singulier, peut-être encore plus radical dans la crudité et la liberté de style, ce roman va peut-être enfin, comme il disait lui-même, crever le plafond une deuxième fois. Céline, l'incontournable Céline. Moi, ce qui m'a bouleversé quand on le jouait et quand je le lis, c'est ce qu'il apporte sur la conscience qu'on peut avoir du XXe siècle, aussi chaotique soit-elle. Et c'est vrai que on est tous dans une conscience très chaotique de notre époque, enfin en tout cas moi, et donc ça me bouleverse de voir quelqu'un qui plonge à ce point et si profond dans tous ces méandres et toutes ces contradictions. Admiration, rejet. Céline a toujours suscité les passions. La publication de ce tome, le 4e, consacré par la Pléiade à ses romans, risque une fois de plus de jeter de l'huile sur le feu. À signaler aussi pour ceux qui aiment les polars, le tout nouveau prix du Quai des Orfèvres pour une belle garce de Jean-Louis Viaud, qui est lui-même policier, c'est chez Fayard. L'actualité économique et sociale maintenant, à noter d'abord le report par le gouvernement de la réforme de France Télécom après la levée de bouclier syndical. À noter encore les résultats de la privatisation de Rhône-Poulenc, que 2,9 millions d'actionnaires individuels, c'est un succès. Mais ce qui retient surtout l'attention, c'est bien sûr les tribulations de Mickey en bourse. Ce sont ses malheurs financiers à Euro Disney. Marie-Claire Thiers. L'action Euro Disney, très chahutée, a clôturé à 29,40 francs ce soir, après avoir atteint son plus bas niveau historique hier. En 3 jours, le titre a perdu 25% de sa valeur. Ce qui inquiète surtout les boursiers, c'est l'endettement d'Euro Disney, 20 milliards de francs. Or, la maison mère américaine, Walt Disney Company, qui ne détient que 49% du capital d'Euro Disney, a déclaré qu'en cas de faillite, elle ne garantirait pas ses dettes. En fait, c'est un véritable bras de fer qui se joue entre les Américains et les banques comme la BNP ou Indo-Suez. La société actuellement ne vaut rien, mais il est possible que si on trouve un accord avec les banques, en même temps, la société Walt Disney fasse un geste et fasse le monde capital dans des conditions correctes pour les actionnaires, ce qui leur permettrait de profiter des bénéfices à venir. Une faillite d'Euro Disney aurait un impact désastreux sur l'image de Mickey. Mickey qui inaugurait hier sur les Champs-Élysées une nouvelle boutique.
Et pas de bourse à New York pour cause de dinde et de Thanksgiving. Pour clore ce journal, quelques refrains comme on les aime, réunis par Régine Deforge et Patrick Barr dans un très joli livre aux éditions Spengler, Paris Chanson. À Paris, quand un amour fleurit, ça fait pendant des semaines de cœurs qui se sourient, tout ça parce qu'ils s'aiment. À Paris, c'est une fleur de Paris, du vieux Paris qui sourit, car c'est la fleur du retour des beaux jours. Paris. Voilà, vous y trouverez les 100 plus belles chansons sur Paris, paroles, musiques et photos, les grands classiques et aussi celles qu'on a un peu oubliées, Paris Chanson aux éditions Spengler. Et maintenant, place à la météo de Florence Klein et puis un opéra sur France 3, Eugène Onégine de Tchaïkovski. Très bonne soirée. Demain soir, vous avez rendez-vous avec Éric Cachard. J'aurai le plaisir de vous retrouver lundi. Nom de code Stan, fonction super flic des stupes. Sa mission, traquer les narcotrafiquants. Son style, tout est permis. Roland Giraud mène la guerre blanche, tous les samedis sur France 3. Ils ont d'abord regardé la mer sans comprendre. Ils ont laissé mourir leur bateau. Et puis un jour, ces hommes du désert ont pris conscience que seule la mer pouvait les nourrir. Défiant le sable et la chaleur, c'est avec le train du désert que le poisson va nourrir un pays. Le train bleu, c'est vendredi 20h50 dans Thalassa, sur France 3. Riche en sels minéraux, Saint-Dior vous transmet sa force. Saint-Dior, rends-moi fort. Résiste. Résistal de Tefal résiste encore mieux à la rayure avec son nouveau revêtement en relief et à la déformation avec son nouveau fond. Résistal de Tefal, elle vous résistera vraiment longtemps. C'est ça la vraie qualité. Tefal, tu penses à tout. Ne passons pas à côté des choses simples. Jambon grand charcutier, Erta. C'est quoi un homme? C'est quoi un homme? C'est quoi un homme? Parfum Boss, numéro 1. Revoici Nicolas et Pimprenelle. Venez découvrir ces merveilleuses poupées dans votre magasin favori. France 3 et les magasins Jouet Club vous présentent la météo. Bonsoir, demain c'est encore l'anticyclone de Sibérie qui va l'emporter face aux perturbations. Alors cet anticyclone, il est extrêmement fort, il recouvre pratiquement toute la France, sauf l'extrême sud qui est sous l'influence de ces perturbations qui amènent un peu de douceur et aussi des nuages et un peu de pluie sur la Corse. Et puis nous avons cette perturbation qui elle va essayer d'entrer sur la France, mais elle n'y parviendra pas. Alors demain matin, attention, sur toute la moitié nord du pays, il y aura des brouillards givrants. Alors surtout, soyez très prudents sur la route. Dans l'après-midi, tout cela devrait se
dissipé, sauf dans le nord-est où il pourrait persister localement. En tout cas, il y aura de la grisaille tout au long de la journée. Partout ailleurs, retour des éclaircies, sauf sur l'extrême sud où il y aura des passages nuageux un peu plus nombreux, quelques gouttes sur la Corse et du vent d'est qui se renforcera pour souffler jusqu'à 60 km à l'heure. Les températures demain matin resteront négatives sur un grand quart nord-est, mais elles seront quand même moins fraîches. Elles seront comprises entre 0 et moins 5 degrés, mais partout ailleurs, température positive entre 1 et 8 degrés. Ça remonte doucement. Et dans l'après-midi, regardez, ça remonte aussi, notamment sur toute la moitié sud, avec des températures comprises entre 9 et 14 degrés. 14 degrés, ce sera pour Marseille. Toujours de l'air frais sur le nord-est, entre moins 1 et 4 degrés. Cela est dû à ces brouillards qui vont persister une bonne partie de la journée. Et puis des températures qui remontent aussi sur le reste de la moitié nord avec un 11 degrés pour Brest. Notre week-end, eh bien, ce sera un petit peu à l'image de ce que nous aurons demain, c'est-à-dire beaucoup de brouillard givrant sur un grand quart nord-est de la France, de belles éclaircies, de belles apparitions du soleil samedi sur la moitié ouest, toujours des passages nuageux sur l'extrême sud-est et quelques gouttes en Corse. Dimanche, même type de temps, mais ça va s'arranger sur la Corse et sur l'extrême sud-est. Et puis lundi, toujours des brouillards, mais cette fois, ils ne seront plus givrants car nous aurons une véritable hausse du thermomètre. Nous devrions avoir 8 degrés sur la moitié nord dans l'après-midi, donc ça ira beaucoup mieux. Demain, n'oubliez surtout pas de fêter la Sainte-Delphine. Si vous voulez retrouver des détails sur le temps de votre département, vous composez notre numéro, le 36 68 1 2 3 4. Bonne fin de soirée sur France 3. France 3 et les magasins Jouet Club vous ont présenté la météo. Eugène Onegin, une grande soirée d'opéra, Pouchkine et Tchaïkovski, tout de suite sur France 3. Si vous désirez exploiter vous-même vos vidéos, créer des présentations, des sons, des images, consulter des encyclopédies, envoyer des télécopies, écrire, classer des photos, composer, jouer de la musique, bref, créer et échanger des informations, vous pouvez utiliser tout cela. Ou plus simplement ceci. Certains appellent cela le multimédia. Nous l'appelons Macintosh. Pour le 40e anniversaire de l'Olympia Bruno Cocatrix, les plus prestigieux concerts des grands interprètes de la chanson française. 2 compilations, plus la collection de 17 grands Olympias. Avec nostalgie. Voici les frais que la banque Cortal prend sur les actions. Il vous est maintenant possible de comparer. Banque Cortal, pas de guichet, moins de frais. Fellini s'est éclipsé, mais nous laisse son œuvre généreuse et chahuteuse. Monsieur Fellini, c'est vous qui faites cela pour votre film? Mais non, ça doit être une publicité. Et alors? Plus vite les éléphants, faut que je vienne les pousser. Dans Intervista, son avant-dernier film, il prend génialement le cinéma aux tripes et la télé par ses antennes. Oh, elle est superbe, on dirait un gladiateur. 42, 7e. Voici le métal. Lundi, 20h50, Intervista. Ciao maestro, la soirée est à toi sur France 3. Une première. Bonsoir. Il m'a semblé, après ce cycle Tchaïkovski qui nous a réunis ensemble pendant 3 dimanches dans Musical, que ce serait un beau point d'orgue de terminer avec un très bel opéra de Tchaïkovski. Il y en a 2 qui sont véritablement considérés comme ses chefs-d'œuvre, La Dame de Pique et Eugène Onegin. Et j'ai choisi Eugène Onegin, peut-être parce que j'ai une tendresse encore plus grande pour cet opéra, composé en 1879 par Tchaïkovski, à partir d'un poème de Pouchkine, un opéra qu'il a d'ailleurs voulu sous-titrer Scène lyrique. Alors, cet opéra, il représente, à mon sens,
le propre même de l'expression de l'âme russe, avec sa mélancolie, sa morbidité, ses élans passionnels aussi. Ce qui fait d'ailleurs que, même s'il s'appelle Eugène Onéguine, le personnage principal en est en fait Tatiana, cette jeune fille romanesque, romantique et naïvement exaltée. Mais il faut que je vous situe rapidement le récit de cet opéra pour que vous compreniez ce qui s'y passe et pourquoi cette trame est si romantique et si russe. Alors, Tatiana, donc, jeune fille romanesque, je l'ai dit, tombe amoureuse du meilleur ami, du fiancé de sa sœur. Le fiancé de sa sœur s'appelle Lenski, sa sœur s'appelle Olga, et un jour, eh bien, le fiancé vient avec son ami, Eugène Onéguine, elle tombe amoureuse de lui, et la nuit, elle lui écrit aussitôt une lettre enflammée qu'elle lui fait porter. Malheureusement, le lendemain matin, cet Eugène Onéguine regarde la jeune fille, la toise avec une certaine froideur et lui dit qu'il faut qu'elle l'oublie. Quelques mois passent, c'est l'anniversaire de Tatiana. On retrouve Onéguine qui vient avec son ami Lenski pour assister à la fête. Il y a un bal et Onéguine, par une sorte de provocation un peu absurde, danse avec la fiancée de Lenski, la serre d'un peu près, à tel point que Lenski, c'est la coutume de l'époque, le provoque en duel. Le lendemain matin, il y a donc le duel, une scène tout à fait bouleversante et Lenski est tué. Et on arrive au troisième acte, 6 ans se sont passés, on se retrouve à Saint-Pétersbourg chez le prince Grémine qui est le mari de Tatiana, puisque Tatiana s'est mariée. Et Onéguine revient, se jette aux pieds de Tatiana et lui dit qu'il l'aime passionnément. Et elle aussi a conservé en son cœur un amour pour Onéguine, mais elle refuse de quitter son mari et Onéguine doit partir, désespérée pour toujours. Alors vous voyez, tous les thèmes sont réunis, l'amour, la passion, le désespoir, la mort, tout ce qui fait le propre du romantisme, et singulièrement du romantisme russe, dont cet opéra est sans doute le plus beau fleuron. Vous allez le découvrir, de surcroît, dans une représentation magnifique que nous avons filmée au Châtelet, avec la réunion de plusieurs talents. D'abord une jeune Italienne qui a tout à fait ce côté fragile et bouleversant qui correspond à Tatiana. Elle s'appelle Nuccia Focile. Et puis, avec un Lenski déchirant, sans doute le plus grand Lenski aujourd'hui, Nil Chikov. Et puis avec un jeune baryton russe, Dmitri Vorostovski, qui interprète le rôle d'Onéguine. Enfin, il y a l'Orchestre de Paris qui trouve les couleurs exactes de ce romantisme désespéré, peut-être parce qu'il est dirigé par quelqu'un, Semyon Bishkov, qui est né à Saint-Pétersbourg. Bref, vous avez compris que c'est un opéra que j'aime, que c'est une représentation qui va être très belle, et que je suis heureux de vous l'offrir, et je crois que vous serez heureux, j'en suis sûr même, vous serez heureux de la partager avec moi.